Salut! Les news du mois de décembre, c'est parti! Alors, pas grand chose à dire ce mois-ci, donc j'espère que ça va aller un petit peu plus vite que d'habitude. Première chose, le déménagement, on va déménager le 15 décembre. Donc on va se retrouver en France, ce qui fait que on aura plus de possibilités pour se rencontrer ici ou là. Vous avez pu voir que j'étais pas allé au salon de la photo à Paris, mais je pense qu'il y aura peut-être même d'autres possibilités dans l'est de la France de pouvoir se croiser. Donc ça pourrait être sympa. On va aller dans notre petite maison, on sera dans un petit village qui fait qu'on n'aura pas forcément beaucoup de pollution lumineuse la nuit, donc je pense pouvoir ressortir un peu plus l'appareil la nuit, faire un petit peu plus d'astrophoto, ce sera sympa. Donc voilà, c'est plein de beaux projets en tête, plein de paysages complètement différents. On va quitter la mer, on va quitter le plat pays pour arriver dans un coin beaucoup plus vallonné et beaucoup plus proche des montagnes, donc attendez-vous à avoir pas mal de photos de montagnes aussi qui vont débarquer. Donc voilà, c'est super excitant tout ça, très chouette. Ensuite, pour parler un petit peu plus de la chaîne YouTube, je suis plus trop content de mes quarts d'heure photo parce que ça fait 3 fois d'affilée, je crois, que à la fin de mon shooting, entre guillemets, je me retrouve avec une photo qui me plaît pas. Je me dis, j'ai pas réussi à sortir une photo que je voulais et si ça, si c'était juste pour savoir si je gardais les photos, j'aurais jeté ma meilleure photo de ce shooting-là. J'en aurais pas gardé en fait. Et donc du coup voilà, ça me plaît plus trop. Donc je pense que je vais un petit peu changer les choses. Je vais toujours essayer de laisser une part d'aléatoire en vous demandant un nombre en particulier. Ou ce mois-ci ce sera peut-être un petit peu différent, ce sera peut-être pas un nombre. Mais je vais peut-être un petit peu plus organiser les choses dans la mesure où je vais probablement tester avec mon appareil photo différentes prises de vue, différents cadrages, etc. avant de commencer à filmer. Ou alors je vais filmer plus longtemps et je ferai un petit montage des meilleures prises de vue, entre guillemets, histoire de pas vous mettre des dizaines de minutes de là, je sais pas trop, ça marche pas trop, je vais essayer un pas plus à gauche, là, voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu ce principe-là qui fait que quand vous êtes dans un bel endroit, ça vaut le coup de passer du temps à changer son cadrage et tout ça, donc je vais peut-être pas le répéter dans chaque émission, parce que ça finit par rajouter 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois, et ça fait des longs épisodes. Donc voilà, je vais essayer d'organiser un petit peu plus les choses, ce sera peut-être un tout petit peu moins improvisé, peut-être que certains d'entre vous aiment bien le côté improvisé, mais je pense que ce sera mieux pour tout le monde et ça évitera que ça fasse des émissions trop longues, quoi. Voilà. Ensuite, alors on va parler de petits trucs un peu techniques. J'ai reçu pas mal d'emails, bizarrement plusieurs emails à la suite qui me disaient est-ce que ça vaut le coup que j'achète le 70D parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait un gros problème avec le collimateur central quand on prend des photos entre f1.4 et f2.8 et qu'il n'arrivait pas à faire la mise au point. Je me suis dit bon, c'est bizarre, moi j'ai jamais eu trop de soucis là. Donc je suis allé voir sur internet, il y avait beaucoup de gens qui ont eu ce genre de problème visiblement à la sortie à la sortie du 70D. Alors je sais pas s'il y a eu une série qui était mauvaise ou si c'est les gens qui savent pas forcément bien prendre des photos parce que quelque part si on essaie de faire la mise au point sur un sujet qui est tout sombre où il n'y a pas de contraste par exemple, ça peut être un problème. Si on essaie de faire la mise au point en faisant je fais la mise au point puis je recadre et qu'on est à f1.4 ou f1.8, ça peut poser problème parce qu'on va changer aussi le plan focal. Et donc là, on a fait la mise au point, bah, ça se retrouve en dehors de notre plan focal final et donc on est flou. Enfin voilà, il y a plein de possibilités qui font que les gens n'arrivent pas à avoir une photo nette à f1.4 ou f1.8. Donc c'est pas forcément tout à mettre au crédit de Canon et de son nouveau capteur, mais je pense que comme c'était un nouveau capteur avec une nouvelle technologie, il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans la brèche pour dire ah c'est mal fait, c'est pas bien, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai testé sur mon appareil photo avec différents objectifs à différentes ouvertures, y compris les très grandes, et il n'y a absolument aucun souci de mise au point sur le collimateur central ou tous les autres collimateurs, à f1.8, à f2, à f2.8, etc. Donc et puis globalement, toutes ces vidéos-là, elles sont vraiment anciennes, elles datent de la sortie du 70D, donc je pense vraiment que c'est un problème qui a disparu maintenant. Et si vraiment vous rencontrez ce problème sur votre appareil quand vous l'achetez, au pire, vous le renvoyez sous garantie et il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense pas que ça devrait vous empêcher d'acheter ce boîtier qui est excellent par ailleurs. Alors, on va parler aussi un petit peu des sites de vente en ligne. Après la vidéo que j'avais faite, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, et notamment l'un d'entre vous, Aloïs Belli, qui a expérimenté en direct et qui a bien voulu me faire des retours en direct d'un achat sur Purnima
Purnima Digital, qui est le plus connu des sites de marché gris en France, on va dire. Et en fait, il avait commandé un objectif Tokina 11-16 mm f2.8, donc l'ultra grand angle. Et il se trouve que celui qu'il a reçu était défectueux. Donc la mise au point n'était pas bonne, notamment il n'arrivait pas à faire la mise au point à l'infini, ce qui est un petit peu gênant quand même, donc il y avait toujours du flou à l'infini. Et donc à ce moment-là, en fait, donc déjà première chose, quand il a commandé, c'est arrivé très rapidement par DHL, je crois. Donc là aussi, on peut dire que c'est entre guillemets du bon marché gris, c'est-à-dire qu'ils ont du stock et ils expédient rapidement. C'est pas un truc où vous allez commander chez eux, ils vont ensuite commander en Asie et ça va vous arriver sous 3 semaines ou 4 semaines. Là, visiblement, 2-3 jours après, c'était là. Donc c'est un bon point déjà à apporter. C'est un ennui en moins pour un site de marché gris s'il y a plus de soucis de délai. Ensuite, donc voilà, il reçoit un matériel défectueux, il le renvoie. Visiblement, ils sont très très réactifs en termes de service client. Il a envoyé des emails, il a eu des réponses toujours sous 24-48 heures, y compris le week-end. Donc ça c'est important. Visiblement ils avaient un niveau de français plutôt bon, même si c'était pas forcément des gens qui étaient français à la base, mais bon, visiblement d'après lui ça n'a pas posé de problème de communication. Et ensuite il en a donc reçu un deuxième assez rapidement, qui était lui-même aussi défectueux. Donc il a fini par le renvoyer et il me semble que à la fin tu t'es fait rembourser, je crois, hein. Voilà, désolé, je suis retourné vérifier. Et alors, donc effectivement, il l'a renvoyé une première fois. Il pensait que ça allait être réparé, mais en fait, ils lui en ont renvoyé un autre modèle neuf dans la foulée, qui lui aussi était défectueux. Et au final, ne souhaitant pas forcément aller plus loin, en se disant ou c'est l'objectif qui me convient pas et que je suis trop exigeant, ou alors il est vraiment défectueux, il a demandé un remboursement et il a été remboursé immédiatement. Donc au final, l'impression en tout cas que m'a donné Aloïs, c'est qu'ils sont très réactifs, très bons dans le service client et tout ça. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils récupèrent un petit peu les produits qui sont un petit peu limites en sortie de chaîne de production, ou est-ce que, par exemple, l'objectif défectueux que tu leur as renvoyé, ils vont le renvoyer à un autre client dans la foulée, ou est-ce qu'ils vont vraiment le renvoyer à Canon pour le faire réparer? On peut se demander, vu que c'est justement du marché gris, que c'est un petit peu juste. Donc voilà. Mais par contre, donc, voilà, je pense qu'au global, ce qu'on peut dire sur cette expérience-là, ça ne veut pas dire que c'est généralisable, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peut-être plus de risques sur ces sites-là de tomber sur du matériel défectueux. Par contre, si vous savez tester le matériel et que vous n'avez pas peur de ce côté-là, normalement, le service client est plutôt bon, vous pouvez le renvoyer, vous faire rembourser, et vous en sortir pour pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça vous aura rien coûté dans le pire des cas. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus positif que ce que j'avais dit dans mon comparatif des différents modes des différentes possibilités pour acheter du matos photo. Maintenant, moi, je vais plutôt continuer à me tourner vers des vendeurs officiels, mais ça peut être une information intéressante pour ceux qui sont un petit peu juste sur leur budget et qui veulent essayer le marché gris. Voilà, au moins vous savez un petit peu plus à quoi vous en tenir. Comme on est dans les histoires de trucs de systèmes de vente sur Internet, j'ai remarqué sur Amazon que depuis quelques semaines maintenant, il arrive que le premier produit qu'ils affichent sur la page produit ne soit pas vendu par Amazon. Et ça m'embête beaucoup, je vous avoue, parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'allais sur Amazon, c'est que je savais que par défaut le produit qui s'affichait c'était celui qui était vendu par Amazon, avec la garantie et compagnie. Et là, sur un certain nombre de produits, d'objectifs, il y avait d'autres vendeurs, alors notamment un qui ressortait beaucoup qui s'appelle Technique 24. J'ai aucune idée de qui ils sont, donc je suis allé me renseigner un petit peu, tout ça. Ils sont en Allemagne, et ils vendent un petit peu moins cher qu'Amazon. Et donc en fait, ils utilisent le fait que Amazon a maintenant synchronisé un petit peu toutes ces plateformes en Europe, ce qui fait que si vous êtes un vendeur en France, vous pouvez vendre aussi bien en Allemagne qu'en Espagne, en Italie, etc. Et donc le vendeur en Allemagne, Technique 24, eux, ils bénéficient probablement de TVA un petit peu plus faible ou de frais un peu plus faibles sur je ne sais quoi. Et donc ils ont un prix un peu plus bas, et même plus bas que Amazon français. Et donc comme Amazon veut proposer toujours le prix le plus bas, il va privilégier ce vendeur-là plutôt que ses propres ventes à lui. Et moi ça m'embête un petit peu parce que du coup on se retrouve à acheter à des boutiques dont on ne sait pas d'où elles viennent. A priori, en tout cas j'ai vérifié, pour l'instant j'ai pas trouvé de boutiques qui font du marché gris ou des choses comme ça, c'était toujours des boutiques réglo. Mais voilà, faites attention si vous voulez vraiment un truc tranquille, avec des bons délais, avec aucun problème. Allez voir dans la section autres vendeurs et trouvez bien celui qui est vendu par Amazon. Voilà.
juste petite précision. Ensuite, dans mes petits tests d'achat de Noël, là, les petites vidéos d'achat de Noël, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, il y avait que les marques partaient dans des directions différentes et que certaines avaient vraiment des avantages sur d'autres pour certains types de photographie. Et donc en fait, tout le travail que j'ai fait en amont avant de faire ces vidéos, c'était finalement assez intéressant. Et j'ai appris pas mal de trucs, notamment que pour tout ce qui est sport, etc. On est vraiment, faut vraiment partir essentiellement sur du Canon ou des choses comme ça. Mais et pour le paysage, par exemple, c'est plus vers Nikon qu'il faut se tourner. Mais au-delà de ça, en fait, ça m'a appris notamment à comprendre vraiment dans quel domaine ça peut être. On va probablement essayer de passer au plein format par la suite. Dans quel domaine on va probablement essayer de rester sur de la PSC. Dans quel domaine on peut être intéressé pour partir sur des capteurs encore plus petits ou des appareils plus compacts. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas encore trop en tête. Je savais qu'il y avait du plein format qui existait, que tout le monde dit que c'est le Saint Graal, qu'il y avait des APS-C qui existent, qui sont les boîtiers réflexes abordables, et qu'ensuite il y a tout ce qui est système sans miroir, ce qu'on appelle les hybrides, qui eux sont souvent à capteurs un peu plus petits, parfois de plus en plus à capteurs APS-C maintenant, et quelques-uns à plein format. Mais qui coûtent souvent très cher. Enfin bon voilà, je ne savais pas trop à qui se destiner, mais qui sont probablement l'avenir de la photo. Et donc c'était un petit peu confus tout ça, et maintenant ça s'est un petit peu plus éclairci, et il y a vraiment certains types de photos où on n'a vraiment pas besoin d'avoir un grand capteur. Par exemple, tout ce qui est photo de sport, on n'a pas besoin. Je pense que pour tout ce qui est photo de macro, il n'y a pas forcément besoin. Pour tout ce qui est photo de portrait, il n'y a pas. Enfin, si pour le portrait, on a besoin d'avoir une faible profondeur de champ, donc ça aide d'avoir un grand capteur. Voilà, il y a plein de domaines comme ça où en fait un APS-C suffit largement, et même si vous voulez avoir le top du matos, vous n'allez pas forcément passer au plein format. Par exemple, tout ce qui est photo sportive ou animalière, vous allez être intéressé pour avoir un crop factor particulier, justement parce que ça va vous permettre de zoomer plus loin tout en ayant des optiques qui coûtent pas forcément trop cher. Si vous êtes en plein format, vous allez devoir avoir des beaucoup plus grosses optiques pour zoomer autant, et ça va vous coûter un bras, deux bras ou trois bras, et vous n'aurez pas forcément des meilleures images à la sortie. Ça m'a appris notamment pas mal de trucs sur le paysage en fait. J'avais souvent, tout le monde disait que pour le paysage, plein format c'est ce qu'il y a de mieux, voire même les moyens formats après, qui sont plus grands que les pleins formats. Et en fait, maintenant je sais un petit peu pourquoi, il y a pas mal de raisons. Déjà, je pense que les objectifs c'est une part importante, c'est-à-dire que les ultra grands angles qui sont créés pour les APS-C pour faire de la photo de paysage, ça demande une déformation très particulière du verre et tout ça, et qui fait que je pense que l'objectif c'est très difficile de construire un objectif ultra grand angle qui soit bon, qui ait un bon piqué, parce qu'on part dans des déformations beaucoup trop importantes pour pouvoir ramener tout cet angle-là sur ce tout petit capteur. Et du coup, quand on regarde tous les ultra grands angles, ils n'ont pas forcément des super piqués. Il n'y en a pas qui existent sur le marché avec un super piqué. Par contre, quand on regarde les grands angles normaux qui vont se mettre sur des boîtiers plein format, les 17-35 de chez Canon par exemple, ils ont forcément des piquets bien meilleurs parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus faciles à construire et qu'ils ont du verre qui est moins déformé, et donc ça va moins déformer l'image et tout ça. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier intérêt d'avoir un plein format. Deuxième intérêt, c'est que vous allez avoir une meilleure qualité d'image parce que vous aurez des pixels plus gros qui vont mieux détecter les contrastes, qui vont mieux détecter la netteté, etc. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Et le troisième avantage, évidemment aussi, comme vous avez des capteurs, des pixels ou des photosites plus gros, on va dire, ils vont capter plus de lumière et vous allez avoir une meilleure plage dynamique. Ça, c'est super important en paysage, donc vous allez pouvoir mieux déboucher les ombres, vous allez capter plus d'écart de lumière sur votre photo, donc ça, c'est super important. Et le dernier truc que j'avais pas pigé, en fait, c'est que je me disais que pour la photo de paysage, un des soucis qu'on aurait avec le plein format, c'est que pour avoir la même profondeur de champ que sur un APS-C, il faut fermer plus son diaphragme. Et du coup, je me disais, sur APS-C, je suis déjà souvent à f8, f11, f13 pour faire mes photos de paysage, donc si je passe en plein format, je vais devoir passer facilement à du f18 ou f22. Et je sais que f18 ou f22 sur mon APS-C, ça donne beaucoup de diffraction, pardon, qui fait que l'image perd en piqué. Donc je me disais, ce qu'on gagne en netteté avec une meilleure optique, on va peut-être la perdre en piqué en ayant besoin de fermer beaucoup le diaphragme. Et il semblerait, je n'ai pas vérifié encore, mais il semblerait qu'en fait, plus les photosites sont grands, moins on est touché par la diffraction. Et donc, que si on passe sur un capteur plein format avec le même nombre de photosites que sur un capteur APS-C,
on peut appliquer le crop factor également à l'ouverture maximale sur laquelle on peut prendre nos photos. Et donc finalement, si je prends une photo à f10 avec mon APS-C, je devrais avoir le même niveau de diffraction à peu près hein, que à f16 sur mon plein format. C'est quelque chose qu'il faudra vérifier parce que j'ai vraiment pas pu faire les tests ni rien, mais je pense que ça se vaut à peu près dans cette idée-là. Et donc du coup, ça reste un avantage d'avoir un plein format pour du paysage, je pense. Et du coup, ça l'est encore plus d'avoir un moyen format, mais bon là, on part dans des prix complètement ahurissants. Donc voilà, bref, c'était une petite aparté pour faire part un petit peu de mes découvertes et de mes avancées dans le matériel de la photo. Alors ensuite, on m'a posé plusieurs fois des questions. Est-ce que tu peux faire un tuto sur la photo au flash? Est-ce que tu peux faire un tuto sur la photo de portrait? Est-ce que tu vas acheter un flash et tout ça? Et alors voilà, malheureusement, vous avez pu le constater depuis longtemps, je suis pas photographe professionnel, il y a plein de trucs que j'ai pas testé en photo, et je me sens pas à l'aise de parler de trucs que j'ai pas vraiment testé. Et notamment, alors la photo au flash, pour moi c'est... on va parler du portrait d'abord. Le portrait, c'est pas un type de photo que je fais beaucoup, je fais de temps en temps des photos de famille, voilà, dans les soirées, trucs comme ça, mais c'est pas... Bizarrement, c'est pas un truc qui me branche en fait, et tant mieux pour vous parce qu'il y a plein d'autres photographes qui font ça très bien sur internet. Mais voilà, c'est juste un truc qui me branche pas plus que ça. À la limite, quand il y a des photos, quand on fait des balades et qu'il faut faire des photos de l'un et de l'autre pendant la promenade, c'est plus ma femme qui prend les photos. Alors que moi, je surveille autour le paysage, s'il y a une scène sympa, s'il y a une petite bébête dans l'herbe, enfin ce genre de truc. Voilà. Donc c'est juste des affinités différentes. Donc peut-être qu'un jour je ferai un petit peu de photos de portrait et tout, mais je peux pas pour l'instant vous faire un tuto ou un truc comme ça, alors que moi-même je pratique pas. Et un petit peu de la même manière, donc pour les flashs, je pense que si un jour je me mets au portrait, j'achèterai nécessairement un flash parce que quand je vois les capacités que ça donne pour faire de la photo, je veux dire, ça décuple les possibilités. Il y a des millions de choses possibles à faire avec un flash ou avec plusieurs flashs. Et quelque part, en fait, déjà, je franchis pas le pas parce que je vois pas trop dans quel cas je l'utiliserais vu que je fais pas énormément de portraits. Je peux l'utiliser éventuellement dans les réunions de famille le soir, en intérieur et tout ça, mais voilà, je le ferai pas trop, je pense. Je me vois mal sortir mon gros bazar et tout. Et, et en plus de ça, ça rentrerait pas vraiment dans ma sacoche, je l'emmènerais pas pendant mes randos et tout ça. Mais si un jour je me mets au portrait, c'est sûr que j'achèterai un flash parce que quand je vois toutes les possibilités que ça donne, c'est juste ahurissant, quoi. Et donc, je me dis que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans les types de photos que je fais en ce moment avant de passer à une autre étape qui va donner à nouveau plein de possibilités et plein de trucs à tester. Donc voilà, peut-être aussi le jour où j'aurai plus trop d'idées de vidéos, donc qui devrait arriver à peu près aux alentours du 15 novembre 2018, je crois. À ce moment-là, j'achèterai peut-être un flash pour vous faire des vidéos sur le sujet pour retrouver de l'inspiration. Bref, voilà, j'ai beaucoup causé, on a parlé un petit peu de tout, et puis bah, moi je vous laisse avec les photos que j'ai postées le mois dernier sur Facebook, et puis je vous dis à ciao, salut!